Bonsoir à tous. Nous poursuivons en toute transparence l'exégèse du livre bilan du quinquennat du président de la République. Et ce soir, nous parlons d'environnement avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Mme Arlette Soudan-Nono. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Romy. Bonsoir, Romy. Bonsoir. Et Dimi. Bonsoir, Dimi. Madame la ministre, comment la République du Congo s'est organisée ces 5 dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique? J'aimerais peut-être compléter l'une des casquettes que je porte, puisque le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est également président de la commission climat du bassin du Congo, qui fait de lui le patron du bassin du Congo en matière d'écologie. Et ça a été un champion de l'Afrique. Et le bassin du Congo, c'est aujourd'hui ce grand poumon par lequel respire le monde aujourd'hui. Et donc la commission climat du bassin du Congo, qui est une institution de l'Union africaine, dans laquelle il y a 17 pays. Et nous évoquons des questions pas simplement d'environnement, de climat, mais également de biodiversité. Et donc je suis ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, comme vous l'avez si bien dit, mais je suis également la secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo, qui a le siège ici à Brazzaville, en République du Congo. Merci pour la précision. Je vous en prie. Quelles ont été les grandes actions pour lutter contre le réchauffement climatique ces 5 dernières années? Écoutez, il y en a tellement des grandes actions. Il y a d'abord, on va commencer par la Constitution elle-même, la loi fondamentale, qui en son sein a gravé, comme dans le marbre, les questions d'écologie, les questions d'environnement, les questions de développement durable, pour montrer cette importance de cette thématique qui aujourd'hui s'invite comme l'église, un clocher au milieu du village aujourd'hui, sur le plan planétaire. Et la République du Congo n'étant pas en marge de ses engagements, le président de la République, comme on aime à l'appeler ici le premier des écologistes, nous avions d'abord une loi en 91 et que nous avons revisitée, cette grande loi qui porte aujourd'hui la notion de gestion durable de l'environnement que nous avons prise en 2023. Donc, c'est une loi emblématique dans laquelle nous avons, il faut le savoir, des problématiques telles que les tourbières qui n'ont jamais été prises en compte, telles que le climat lui-même, la notion de climat, la biodiversité, le carbone et d'autres grands enjeux. Nous avons également la première loi qui a été prise, la loi d'orientation sur le développement durable, la loi cadre du développement durable, qui aujourd'hui, vous connaissez ce triptyque, ce grand mastodonte qui porte l'économie, le social et l'environnement aujourd'hui. Et donc, ce sont des grandes innovations. Et à côté de cela, nous avons la dernière loi qui a été prise, qui porte sur l'Agence nationale de l'environnement, qui rend de façon irréversible les réformes engagées par le gouvernement sur les hautes instructions du chef de l'État. Et donc aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place, toutes ces années, des mécanismes qui permettent aujourd'hui une meilleure prise en compte de la question environnementale. L'implication des jeunes, l'implication des femmes dans tous les programmes de développement. Nous avons des stratégies qu'il a fallu mettre en place. Par exemple, nous avons la stratégie de la gestion des risques et des catastrophes. Sur 5 pays, sur les 54 pays africains, la République du Congo fait partie simplement de cette checklist très courte de 5 pays qui ont cette stratégie par rapport justement aux enjeux du changement climatique. Nous avons également des stratégies, la stratégie nationale du développement durable, qui en fin de compte permet également l'élaboration de ce qu'on appelle le plan national de développement pour la meilleure prise en compte de la notion de durabilité dans l'économie et le mastodonte des mastodontes issu de l'accord de Paris auquel le Congo est pays partie. C'est la contribution déterminée au niveau national. Vous voyez, pour porter le climat, pour porter l'environnement, pour porter les questions de biodiversité, il faut d'abord pouvoir légiférer. Sans un cadre institutionnel réglementaire qui est adapté aux enjeux
de ces thématiques-là, nous ne pouvons pas avancer. Et donc, le Congo, aujourd'hui, est aux avant-gardes de toute cette législation. Pourquoi? Mais parce que, je suis vous le dire dès le départ, nous sommes pays piliers au centre du bassin du Congo aujourd'hui, avec les grandes réformes qui sont portées, pas simplement au niveau de la République du Congo, mais nous impactant également sur les autres États, lorsque nous prenons la parole au nom du président de la République dans les différents grands forats dans le monde et lorsque nous accompagnons également le chef de l'État dans le cadre des conférences sur le changement climatique un peu partout dans le monde. Alors, avec précision, puisque nous nous lançons à cet exercice du bilan, il faut le dire, je sais qu'il y a eu beaucoup d'acquis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées pour l'opinion congolaise. Vous êtes la secrétaire, il faut dire comme ça, de cette commission climat. Alors, lorsqu'on parlera du Congo, sur quoi on peut se fonder avec effectivité pour dire le Congo a... Vous avez parlé de l'impact, le Congo a participé. Quels sont ces éléments qu'on peut retenir? Écoutez, le Congo déjà, c'est en matière d'écologie, d'environnement, de climat, de biodiversité, un pays qui est aujourd'hui au centre même de la problématique de ces grands enjeux. Pourquoi? Rien que par nos atouts naturels. Nous avons aujourd'hui, il faut le savoir, des tourbières qui sont les grands régulateurs du climat mondial, en dehors de nos forêts. Parce que généralement, les gens ont du mal à dissocier. Je vais vous prendre, pour illustrer mon propos, la place du Congo, en tant que Congo, en tant que acquis et en tant que Congo dans le cadre du bassin du Congo. Le Congo, déjà, c'est des aires protégées, près de 21 aires protégées que nous avons. Le Congo, c'est 2 aires marines protégées. Le Congo, c'est aujourd'hui une loi qui permet aujourd'hui d'aller vers la transformation de son bois pour éviter justement la déforestation sauvage. Nous avons légiféré pour nous permettre justement de pouvoir exploiter la ressource verte sans pour autant dégrader. Le Congo aujourd'hui, c'est l'application au quotidien des études d'impact environnemental et social qui permettent justement de concilier le développement de façon inclusive et la protection de l'environnement. Ce sont des grandes étapes, vous n'avez aucune idée de la bataille que c'est. Le Congo aujourd'hui, c'est également, je devrais pouvoir vous le dire tout à l'heure, 2 aires marines protégées. Nous sommes les seuls pratiquement dans la sous-région à avoir des engagements aussi poussés. Lorsque je vous parle par exemple de nos forêts, il faut savoir que dans le cadre du bassin du Congo, d'abord au niveau du Congo, le taux de déforestation est pratiquement parmi les plus bas au monde, un taux de 0,5% aujourd'hui. Le Congo, c'est également ces écosystèmes particuliers des tourbières que nous avons inclus dans la loi portant donc gestion durable de l'environnement pour les conserver. Parce que les tourbières, on ne les protège pas comme les forêts, on les conserve parce que ce sont des écosystèmes qui doivent se restaurer naturellement. Le Congo, c'est pas moins de 55 000 km² de tourbières. Donc nous faisons partie des écosystèmes qui comptent en matière de régulation du climat mondial aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est peu. Et lorsque nous emmenons ça sur l'échelle du bassin du Congo, d'un côté, nos forêts séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2. Et lorsque vous prenez les écosystèmes des tourbières que nous partageons avec la République sœur du Congo démocratique, mais nous avons là près de 30 milliards de tonnes de CO2 stockées dans nos tourbières. Accrochez-vous, c'est pas moins de 15 à 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme les États-Unis, ou 3-4 années des émissions de la planète. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent du GIEC. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, tout ça, c'est le Congo qui a permis, en 2018, de mettre en lumière cet écosystème qui est le régulateur de la planète aujourd'hui. Au travers de quoi? De l'initiative mondiale pour les tourbières qui se sont tenues à Brazzaville ici et que nous avons portée avec l'Indonésie, la République démocratique du Congo
et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et nous avons donc mis en satellite, en lumière, ces écosystèmes. Et aujourd'hui, le Congo, c'est un premier sommet des 3 bassins qui s'est tenu la première fois en 2011 et récemment également, il y a 2 ans, en 2023, qui porte pas moins de 80% des écosystèmes de biodiversité de la planète au travers du bassin de l'Amazonie, du Bornéo-Mekong, du bassin du Congo lui-même et également, je vous le donne en mille, nous avons le bassin donc amazonien, je vous l'ai dit, Amazonie, Bornéo, Mekong, Asie du Sud-Est et bassin du Congo. Ce sont des engagements de très haut niveau et nous avons également cette décennie de la forestation que le président de la République a réussi à faire adopter donc au niveau des Nations Unies. Et donc nous sommes constamment aux avant-gardes donc des enjeux du climat. Et lorsque vous me dites qu'avons-nous fait d'autres, mais nous abritons le siège de la Commission climat du bassin du Congo. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été offert, c'est parce qu'on reconnaît le président de la République comme étant l'un des grands militants de la cause environnementale, de la cause écologique aujourd'hui. Nous en avons le siège ici. Ça a été une réunion qui s'est tenue donc à Marrakech en marge de la COP de Marrakech, qui s'est tenue la COP 22 de Marrakech, cette grande COP africaine. Et le président de la République, dans le cadre d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine, sur l'initiative du roi du Maroc, les chefs d'État, les 54 chefs d'État, ont vu naître 3 commissions dédiées sur les grands enjeux du climat. Et il y a la commission climat des États insulaires et la commission climat de la région du Sahel, portée par le Niger et d'un autre côté les Seychelles, et le président de la République est donc à la tête de celle de la commission climat du bassin du Congo, cette institution donc de l'Union africaine. Nous avons le siège à Brazzaville et nous avons également la radio-télévision du bassin du Congo, un des grands acquis de ce quinquennat, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui parler du climat, de l'environnement, de la biodiversité, sans pour autant sensibiliser. Si vous ne sensibilisez pas, vous ne pourrez pas faire une meilleure implémentation. Et nous avons également ce travail interne, cette bataille de l'appropriation dans le cadre d'une gestion décentralisée, déconcentrée des services donc de l'administration publique aujourd'hui. Donc nous portons toutes ces batailles en même temps du côté des jeunes que vous retrouvez dans la CDN, du côté des administrations décentralisées, déconcentrées, parce qu'il nous faut impacter, il faut une meilleure appropriation et il faut former les ressources humaines. Aujourd'hui, vous pouvez me croire, nous savons qui nous sommes. Nous avons un plan d'investissement Congo avec des projets à financer pour porter la notion donc de durabilité donc dans les différents programmes nationaux donc de développement. Madame la ministre, vous avez énuméré quelques acquis, mais la question que certains d'entre nous vous posons est celle de savoir, est-ce qu'en 5 ans, on peut avoir quelques chiffres qui prouvent que le Congo a gagné du point de vue d'argent par rapport à son environnement, du point de vue des avantages matériels qui permettent de parler d'une avancée en termes de développement? Qu'est-ce qu'on a gagné en 5 ans, Madame la Ministre? C'est une question qui tombe à point nommé à mon niveau. Parce que souvent, je le dis au niveau du gouvernement, le ministère de l'Environnement, du Développement durable est un ministère de l'économie verte et de l'économie bleue. Nous avons mobilisé pratiquement ce dernier quinquennat, pas moins pratiquement d'une centaine de milliards de francs CFA. Pourquoi? Mais parce que nous sommes un ministère hautement transversal qui donnant ce qu'on appelle l'approbation à tous les projets de développement en financement au niveau du Fonds mondial de l'environnement, au niveau du Fonds vert pour le climat. Donc nous levons les financements pour aller vers une agriculture résiliente. Nous levons des financements pour aller vers une agroforesterie. Nous levons des financements pour aller tout simplement vers une gestion des ressources en eau de notre pays. Nous levons des financements dans le cadre du transport. Pratiquement dans tous les secteurs, nous sommes le ministère qui donnons l'approbation. Et nous sommes également le ministère qui levons ce qu'on appelle des taxes et redevances.
Et nous sommes le ministère qui gérons également la responsabilité sociétale des entreprises. Vous voyez, je vous ai parlé de la radio-télévision du bassin du Congo pour illustrer mon propos. Nous avons levé cette radio-télévision sur les fonds baptismaux de la RSE, en nous appuyant sur le principe pollueur-payeur que nous avons dans la loi portant gestion durable de l'environnement aujourd'hui. Et cette radio a été financée à hauteur de 2 milliards pratiquement de francs CFA, et l'État n'a sorti aucun centime. Nous avons financé cette radio à hauteur de 200 000 à 300 000 euros de cabines techniques par des partenaires comme la FAO, par des partenaires comme l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé et l'autre de l'agriculture. Pourquoi? Mais on ne peut pas parler aujourd'hui, dans le cadre du climat, sans avoir la notion de l'agriculture résiliente au changement climatique. Et donc, nous portons ces financements, beaucoup de milliards de francs CFA, et en dollars des millions, dans le cadre donc d'une agriculture qui va à la résilience. Et nous levons également des financements dans le cadre des érosions, dans le cadre justement de la gestion des inondations avec les partenaires. Cela est levé dans ce qu'on appelle des fonds d'adaptation qui sont à l'actif du ministère de l'Environnement. Le ministre que je suis porte tous les points focaux de l'environnement, tous les points focaux de la biodiversité et ceux du climat. Et donc, il faut l'approbation de ce ministère pour lever tous les autres financements que nous mobilisons dans ce qu'on appelle les fonds d'adaptation. Et lorsque nous voulons préparer un pays à la résilience au climat, au changement climatique, il nous faut également, dans les différents scénarios que nous avons dans le cadre de la CDN, dans le cadre des documents tels que j'ai évoqués tout à l'heure, la stratégie nationale du développement durable, le plan national en matière d'environnement également, mais ce sont des plans d'action, ce sont des feuilles de route qui nécessitent la levée des financements auprès des partenaires. Parce que ce que l'on ne vous dit pas, ce ne sont pas les partenaires comme tels des agences onusiennes ou des partenaires de façon globale, financiers et techniques, qui nous apportent de l'argent comme ça. Ils font de la mobilisation en regardant quels sont les projets sectoriels à financer dans le cadre d'une économie et d'un développement intégral. Et le ministère de l'Environnement n'est pas qu'un ministère qui est le régulateur institutionnel et réglementaire de toutes ces questions d'environnement au travers de son arme, vraiment qu'il détient, qui est l'étude d'impact environnemental et social, cette grande arme-là, et puis le plan de gestion environnementale, et puis les audits qui suivent, qui permettent d'harmoniser la notion de développement et la notion de prise en compte de la protection de l'environnement. Nous intervenons même au niveau de la santé, parce que même au niveau de la santé, nous avons des zoonoses. Vous savez, nous avons beaucoup travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque nous portons l'industrialisation dans des zones forestières, mais nous déplaçons la faune qu'il y a et la flore que nous détruisons, et il a fallu donc que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État et sous coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, tape du poing sur la table pour rappeler pendant tout ce quinquennat aux uns et aux autres, à tous ses partenaires au développement, le respect des procédures. Et vous pouvez me croire, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Madame la ministre, vous voyez, il y a du public avec nous qui représente les Congolaises et les Congolais. Dans votre ouvrage, dans l'ouvrage du président, pardon, on voit, il met en avant le soft power de la République du Congo via cette bataille pour la protection de l'environnement. Mais on a l'impression que les Congolaises et les Congolais ne prennent pas véritablement conscience de l'enjeu. Est-ce que vous pensez en 5 ans on va gagner la bataille, je dirais, de l'assimilation? Parce que quand on demande peut-être à certains, on pourra faire un test si vous voulez à la fin de l'émission, quelles sont les premières préoccupations? C'est le pouvoir d'achat, c'est l'accès à l'électricité. Est-ce que finalement, ce n'est pas une échappatoire de la part du gouvernement de brandir cette bataille de l'environnement? Mais écoutez, je ne sais, je vous dirai tout de go. Comment pouvez-vous porter un développement, même la vie humaine, si vous ne gérez pas
votre bien-être, l'assainissement autour de vous, l'environnement. Ce que j'aimerais retourner aux uns et aux autres, il est vrai que nous sommes gouvernement, mais il y a une responsabilité individuelle qui nous emmène à une responsabilité collective. Aujourd'hui, l'appropriation se fait avec tous. La dégradation, si nous ne voulons pas qu'elle intervienne, il nous faut nous approprier les bonnes habitudes qui permettent d'avoir un environnement assaini. Nous avons les emplois verts dans l'environnement, en matière d'environnement, la gestion des déchets, la transformation des déchets plastiques et autres. Il y a beaucoup d'emplois verts que nous pouvons créer. Il ne faut pas que nous attendions tout à l'État. Vous voyez, moi je sais que dans le domaine qui est le mien, dans le secteur de l'environnement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés dans le cadre d'une économie circulaire et solidaire de transformation. Et aujourd'hui, les Congolais, je suis fière des Congolais aujourd'hui, le nombre d'associations, d'engagement, de la levée de boucliers, de la société civile, des jeunes qui s'engagent dans l'environnement, vous n'avez aucune idée. Il y a encore quelques années, 10 ans en arrière, vous n'aviez pas cet engagement. N'oubliez pas que beaucoup de personnes sont des climato-sceptiques. Beaucoup ne croyaient pas qu'aujourd'hui, l'environnement réellement a un impact sur nous. Même les questions de paix, pour éviter l'exode rural, pour éviter que nos jeunes, tout comme les adultes, aillent ailleurs, s'il n'y a pas une stabilité, une sécurité chez nous, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la création d'emplois où nous sommes. Mais ces emplois, nous les créons comment? Mais avec toutes les ressources naturelles qu'il y a autour de nous. Nous avons toutes ces richesses. Il faut que nous apprenions à ne pas compter simplement sur l'État. L'État donne des garanties au travers des mécanismes comme le FIGA et autres. Mais il faut maintenant, petit à petit, nous soutenons l'entrepreneuriat. Il faut avoir des business plans, il faut savoir lever des financements auprès des banques, parce que pendant des années, on ne vous l'a pas dit, mais tout était en attente de l'État. Donc, il nous faut changer également ce logiciel mental. Le disque dur aujourd'hui, c'est pour ça que je suis heureuse que lorsque je regarde le public qui est là, c'est un public majoritairement jeune. Les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas la fonction publique. Les jeunes aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Et le gouvernement a mis en place des cadres qui permettent de booster. Mais c'est toute une culture. Il faut se l'approprier. C'est toute une culture. Vous savez, moi, je ne suis pas fonctionnaire. Lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous ne vous levez pas le matin pour aller travailler, eh ben, vous n'avez pas de ressources à la fin du mois. Donc, il faut que nous comprenions. Vous savez, lorsque j'ai été nommée au gouvernement en 2018, j'entre par un secteur très important, qui est un secteur de diversification, qui est lié à l'environnement. Parce que nous portons l'écotourisme, nous portons la gestion des ressources naturelles ensemble, le tourisme lui-même, qui est la 3e économie mondiale. Mais pendant des décennies ici, nous n'avions que les énergies fossiles, le pétrole, l'économie verte, à travers l'économie du bois. Mais il nous faut changer ce raisonnement. Il faut aller vers un nouveau paradigme, qui est celui de la diversification, par l'entrepreneuriat, par les emplois verts que nous créons, par des start-up. Aujourd'hui, je suis contente que les jeunes s'approprient ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui permet également dans les métiers verts, aujourd'hui, d'aller très très vite. Vous comprenez? Et donc, nous avons créé beaucoup d'emplois verts. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts là, mais je peux vous dire que nous avons créé beaucoup d'emplois verts aujourd'hui, tout en portant des réformes. Parce que ce que l'on ne vous dit pas également, mais l'émergence ne peut pas s'atteindre sans des ressources humaines qualifiées pour les emplois des différents secteurs que nous devons booster. Vous savez, j'ai l'avantage d'être au gouvernement depuis près de 10 ans aujourd'hui. J'en remercie le président de la République pour cette confiance qui est faite. Mais les gens oublient une chose. Lorsque nous sommes en responsabilité, que nous soyons dans le secteur privé et autres, mais c'est la gestion axée sur le résultat. Mais beaucoup de personnes
attendent simplement que des fruits tombent d'un arbre sans pour autant semer une graine. Nulle part au monde, si ce n'est par l'effort, nous pouvons relever une économie, surtout qui a été mise à mal, il faut le dire. Nous avons vécu le corona. Aujourd'hui, faut pas l'oublier. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Faut pas l'oublier que nous avons un quinquennat qui a été mis à rude épreuve. Et faut pas oublier que nous avons des très bons résultats. Puisqu'au centre des grandes réformes, avec le Fonds monétaire international, où nous avons réussi à passer à la 6e revue aujourd'hui, faut pas oublier d'où nous venons. Nous sommes en train de modifier la gouvernance. C'est ce que souvent je dis à mes collaborateurs au sein du ministère. Le ministre seul ne peut rien faire. Parce que lorsque le président parle des antivaleurs, la corruption, la concussion, le népotisme, le clientélisme, le repli identitaire et tout ce que vous voulez dans les administrations, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est du vécu. Et ce sont des facteurs bloquants pour un développement. Je vais vous prendre des exemples simples. Dans mon ministère, nous avons des taxes environnementales, des redevances qui sont dues. Mais pendant longtemps, certains faisaient fi de ce qu'on appelle l'unicité des caisses qui permettent à un ministère de verser sur un compte ouvert au trésor public, comme dans tous les pays, mais les recettes que nous devons lever. Et vous êtes vous-même obligé de développer des mécanismes, faire beaucoup d'audits, sanctionner énormément, parce que c'est pas la chose la mieux partagée dans la culture africaine. On ne sanctionne pas. On a un parent qui est là, qui pense que, comme il est parent, donc il vous emmène dans un népotisme sans résultat. Et je pense que c'est pour ça que le président de la République a certainement fait venir des cadres comme moi, venant des Congolais de l'étranger, pour essayer de conjuguer les réformes qu'il y a ici, parce qu'il faut lever ces réformes. Et souvent, je dis à mes collaborateurs, l'émergence, pour l'atteindre, il faut être ensemble. Lorsque nous voyons les routes qui se dégradent, mais le chef de l'État, comme les ministres, ne peuvent pas être derrière tous les agents qui doivent, faire chacun leur tâche. C'est une dynamique, Madame la Ministre, c'est Voilà. une dynamique aussi qu'il faut créer, Tout je à pense fait. aussi. Dernière question pour Romy avant de... Alors, parlons Fonds bleu. Voilà un bel instrument, que nous avons eu à vulgariser. Aujourd'hui, pour ce mandat qui s'achève, est-ce que le Fonds bleu atteint ses objectifs? Et quelle est l'attitude des partenaires, en fait? Écoutez, vous touchez du doigt un des aspects que j'ai gardé pour la fin. Et comme vous l'évoquez, le Fonds bleu pour le bassin du Congo est l'instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Nous sommes la seule institution au monde créée par les chefs d'État, la seule institution au monde qui porte une commission politique, diplomatique et qui a un instrument financier de développement qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Aujourd'hui, ce fonds a réussi à identifier près de 300 projets, tant sur les projets souverains des États que des projets intégrateurs des 17 pays qui constituent les pays membres de cette commission. Et nous avons un mandat que nous avons octroyé de façon transparente par appel d'offres à la Banque de développement des États d'Afrique centrale, qui donc va organiser la table ronde, la première table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra ici en République du Congo au mois de mai, en marge donc des assemblées de la Banque africaine de développement. Ça, c'est du concret. Et c'est ce que je dis aux partenaires. Nous venons de la COP 30 à Belém, où nous avons eu la pré-table ronde avec les différents partenaires au développement. Qu'est-ce que nous leur avons dit? Enfin, le bassin du Congo sait qui il est. Nous avons identifié nos projets de développement. Nous avons des études de faisabilité parce que pendant longtemps, il est vrai, nous disions souvent que nous sommes les parents pauvres de la mobilisation des financements dus à l'économie verte et à l'économie bleue. Mais vous ne pouvez pas aller face à des partenaires avec des termes de référence que l'on ne peut pas financer. Les termes de référence vous parlent de façon globale, vous donnent de façon abstraite.
l'idée de ce que vous voulez porter en matière de développement, mais ne vous donne pas tous les aspects détaillés, techniques, qui permettent d'avoir des montants chiffrés et de lever des financements. Aujourd'hui, au niveau de la table ronde qui se prépare, nous avons aujourd'hui des projets identifiés clairement avec un plan d'investissement chiffré, avec des études de faisabilité, et nous pouvons maintenant regarder les partenaires droit dans les yeux et aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, rendez-vous donc à la table ronde. Ça, c'est du concret. Vous pouvez me croire, c'est du concret. Et donc, ça, c'est l'une des grandes réussites du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pendant ce quinquennat. Il allie une commission politique, diplomatique, avec un instrument financier, qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo, et avec un plan d'investissement, avec des projets identifiés de développement dans moult secteurs de la vie économique d'un pays. Et là, nous en aurons les résultats donc au mois de mai donc 2026 ici donc à Brazzaville. Merci beaucoup, merci. On va accueillir deux autres de nos confrères, un confrère et une consoeur pour poursuivre l'échange. Mais pendant qu'il s'installe, Madame la ministre, sans être climato-sceptique, quand on voit le leader du monde libre piétiner l'accord de Paris, on se demande finalement à quoi servent tous ces voyages que vous faites pour les COP concrètement. Vous savez, pendant longtemps, le président de la République était dérangé par un aspect. On lui parlait constamment des autres bassins. Le bassin amazonien, le bassin du Bornélé au Mékong, Asie du Sud-Est. Il a réussi un tour de maître. Aujourd'hui, la problématique du bassin du Congo, dans tous les forums, est mise sur la table, la négociation du climat. Aujourd'hui, on reconnaît que le bassin du Congo, par les scientifiques officiellement, est ce qu'on appelle celui qui rend ce qu'on appelle dans le jargon de l'environnement ce service écosystémique. Ce n'est pas peu, mais il faut le dire de façon décomplexée. Nous ne tendons pas la main, nous ne sommes pas dans une démarche de mendicité, non. Nous demandons simplement que l'on reconnaisse les services environnementaux que nous rendons au reste de la planète, les services écosystémiques, tout simplement parce que nous avons le droit de développer comme tout le monde, de nous développer. Est-ce que vous voyez partout les pays, les États riches? Vous savez, ils ont mis du béton partout, ils ont mis du goudron partout, et ils nous donnent des leçons parce que nous devenons ce régulateur, oui, mais nous voulons bien porter le reste du monde qui respire par nos poumons, on est d'accord, mais pas à notre détriment. On ne peut pas serrer la ceinture pour que le monde riche respire au travers de nos poumons et nous asphyxie, nous, et nous bloque notre développement. Nous avons un développement responsable. Et le président de la République le répète partout. Nous avons un développement que nous maîtrisons au travers de notre CDN, en bon acteur de l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris nous fait des obligations de respecter nos émissions tous les 5 ans, de les revoir à la hausse dans la CDN, d'accord. Mais nous demandons également, pour aller vers une transition écologique, une transition énergétique, de lever les financements. C'est humain. Mais c'est comme Jean-Baptiste qui prêche dans le désert, Madame la ministre, parce que les autres puissances, ils en ont vraiment... Excusez-moi, ils ne vous écoutent pas. Vous savez, les autres puissances se moquent d'elles, elles se moquent d'elles-mêmes aujourd'hui. Elles se moquent de qui? Puisqu'aujourd'hui, elles se battent pour venir dans les pays comme les nôtres, pour soi-disant nous accompagner dans le cadre de la gestion de nos ressources naturelles. Heureusement aujourd'hui que nous savons qui nous sommes. Nous commençons à comprendre comment nous devons transformer localement nos ressources naturelles et autres. Et donc, le président de la République, tout comme son gouvernement, nous sommes des personnes responsables. Nous n'allons pas continuer à contribuer à la dégradation du climat et nous allons rester des personnes très, très responsables. Madame la ministre, dans ce livre bilan du quinquennat du président de la République, il est révélé des actions tout aussi positives entreprises par le gouvernement, notamment dans le secteur du tourisme et de l'environnement. Alors, nous savons très bien que le Congo aujourd'hui dispose d'immenses potentiels naturels, notamment avec les fleuves, les réserves naturelles, les réserves de gorilles, des parcs nationaux, mais tout ceci pour une contribution insignifiante dans le PIB national, contribution d'environ 5 à 7%, je peux me tromper. Alors, la question que je voudrais poser, qu'est-ce qui empêcherait le développement de l'écotourisme pour booster un peu ce PIB au niveau national? Écoutez,
Bon, là, vous posez la question à une ancienne ministre du Tourisme, c'est ça? En 2016, j'entre au gouvernement par le tourisme. Donc 2016-2021, j'ai le portefeuille tourisme et loisirs. Il a fallu d'abord mettre un cadre institutionnel et réglementaire. Vous savez, vous ne pouvez pas lever une économie de diversification sans ce cadre réglementaire. Comment réguler si vous n'avez pas ce cadre? Mais le tourisme a quelque chose de bien. C'est une économie qui lève tous les secteurs. Comment aller au tourisme sans un État sécurisé, sans un État en paix? Sans paix, il n'y a pas de tourisme. Sans sécurité, il n'y a pas de tourisme. Sans les aspects sanitaires, il n'y a pas de tourisme. Sans les aspects d'assainissement, il n'y a pas de tourisme. Sans les aspects de bancarisation, il n'y a pas de tourisme. Sans les aspects d'hébergement, réellement, sur l'étendue du territoire, il n'y a pas de tourisme. Mais au centre de tout, sont des aspects également de connectivité, il n'y a pas de tourisme. Sont des aspects également sur le plan d'accessibilité, il n'y a pas de tourisme. Donc le tourisme aujourd'hui est un secteur méconnu pendant longtemps dans nos États africains, certains pays, parce que le pétrole, l'or noir et l'économie de la forêt, l'économie du bois, avaient caché cette troisième économie mondiale qui est donc le tourisme. Le président de la République l'a inscrit dans le cadre de la diversification. Et nous avons monté pas moins de 4 lois aujourd'hui pour l'éclosion de ce tourisme. Nous avons également mis en place, cela se poursuit, la stratégie en matière de tourisme aujourd'hui. Mais au centre, il y a quoi? Mais la ressource humaine. Parce que le tourisme, c'est l'accueil. Le tourisme, c'est également le secteur de l'artisanat, avec la transformation durable de nos différentes ressources pour accueillir, pour avoir de quoi vendre. Vous savez, vous avez l'impression que le tourisme, c'est simplement aller au bord de l'eau, se mettre sur un bateau et autres. Non. Il y a les différents tourismes. Je vais vous prendre le plus connu, c'est le tourisme de congrès que nous faisons tous. Vous savez, lorsque moi je vais dans ma localité en tant qu'élu du département de la Cuvette-Ouest, en tant que député de Mbama, dans la circonscription unique de Mbama, mais je prends ma voiture, j'en ai pour pratiquement 11 heures de route. J'achète donc du carburant. Donc je contribue à la dépense, à l'économie. Je m'arrête en route. Je m'arrête soit à Gamboma souvent pour manger dans un complexe hôtelier. Donc je fais travailler ce complexe hôtelier. Pour l'entretien des routes, je paye le péage. Je m'arrête du côté d'Oyo également, dans un grand complexe hôtelier. Je m'arrête à Bunji sur mon chemin. Je déjeune par là également. Et je me retrouve donc à Mbama chez moi. Et il m'arrive également de passer, puisqu'on a la magnifique route maintenant, du côté des Vaux, avant d'arriver donc à Mbama. Mais sur tout le long, je ne vous dis pas quelle est la dépense qui est la mienne. Et ça contribue donc à la levée d'une économie. Mais si on m'accueille mal à tous ces endroits où je m'arrête, est-ce que j'y reviendrai? Non. Et il peut m'arriver également d'être logé dans le cadre d'un tourisme de congrès. Lorsque nous avons, par exemple, à Pointe-Noire, une grande activité dans le cadre de mon ministère. Là, nous allons aller dans le cadre des assises, des premières assises que nous allons tenir des ONG et de la société civile à Pointe-Noire, dans le cadre de l'environnement. Parce que c'est le secteur privé, les ONG, la société civile sont des grands partenaires très engagés sur les questions environnementales, au même titre que les jeunes et les femmes. Mais nous allons loger dans les hôtels. Mais c'est du tourisme de congrès. Nous allons manger à Pointe-Noire. Nous allons dépenser à Pointe-Noire. Et lorsque nous recevons maintenant, en dehors du tourisme intérieur que je venais de décrire, qui s'appuie également le tourisme, l'État donne un cadre institutionnel, une fois de plus réglementaire, mais c'est le secteur privé, au travers de ces agences de tourisme, qui lèvent cette économie. L'État vous donne la stabilité de sécurité, tous les aspects que j'ai évoqués, de développement, qui sont nécessaires à lever une économie. Mais le secteur privé a toute sa place. Partout au monde, le tourisme est porté par le secteur privé. Là, c'est une manne financière qu'il y a. Mais nous voyons, nous soutenons le secteur privé, nous soutenons aujourd'hui ceux qui investissent comme dans des zones comme Ozala-Kokwa, comme Konkwati,
Vous voyez, le tourisme commence à se lever. Nous impliquons les communautés riveraines à faire des activités. Nous formons des éco-gardes en tourisme. Il y a beaucoup de métiers qui se créent dans le cadre de l'écotourisme qui permet, là vraiment, c'est une très bonne illustration de ce quinquennat, de concilier vraiment protection de l'environnement et aujourd'hui tout ce qui est économie, la levée de l'économie au travers donc de l'écotourisme. Mais la machine est en marche, hein, ne vous inquiétez pas, la greffe est en train de prendre, mais il faut maintenant que nous ayons beaucoup d'écoles de tourisme, parce que c'est beaucoup de métiers dans le tourisme, c'est l'accueil. Lorsque nous entrons à Maya Maya, l'accueil des policiers, si vous m'accueillez mal, j'ai un mauvais souvenir. L'accueil des Congolais en général, dans les rues de Brazzaville, il faut que les rues soient belles. J'ai vu que nous avons cette capacité à entretenir nos villes pendant le sommet des 3 bassins. Vous avez vu comment Brazzaville brillait de mille feux? Eh bien, nous devons entretenir nos villes comme ça pour que nous soyons très attractifs. Nous avons des grands hôteliers qui se sont installés. Le dernier en date, c'est le Kapinski, c'est le Hilton. Les grands hôteliers nous suivent. Pourquoi? Mais parce qu'ils croient au pays. Il y a une stabilité, il y a une économie qui se lève. Et vous remarquez que nous nous retournons vers le fleuve, ce majestueux fleuve Congo, tous les bâtiments le long des berges. Et nous sommes également en train de travailler avec les pêcheurs. Il y a plusieurs corps de métier qui interviennent dans l'environnement. Ceux qui sont dans le jardinage du bord du fleuve, comment il faut gérer ce qu'ils utilisent pour ne pas polluer comment on appelle ça, les engrais chimiques. Il y a beaucoup de réformes que nous portons pour concilier l'environnement et le développement. Vous pouvez me croire, et nous pouvons nous réjouir des avancées aujourd'hui significatives que nous avons portées. Bonsoir, Madame la Ministre. 30 jours pour convaincre en tout en soi. Je vais me focaliser sur votre secteur. Alors, récemment, vous avez été sur le terrain pour aller sommer les entreprises exerçant dans les industries extractives d'arrêter la pollution, notamment dans la biosphère de Dimonica et dans un passé récent, c'était dans le département de la Songa. Qu'en est-il aujourd'hui, Madame la Ministre? Vous savez, on a une très belle loi qui permet au ministre de prendre des mesures de mise en scellé, de fermer tous les établissements qui ne sont pas en conformité. Nous avons, je vous ai dit, la possibilité de concilier le développement même des industries extractives au travers des études d'impact environnemental et social qui sont sanctionnées par le certificat de conformité environnementale signé par le ministre de l'Environnement. Malheureusement, nous avons quelques brebis galeuses qui ne respectent pas la législation en vigueur en République du Congo. Et à ce moment-là, le gouvernement, parce que vous nous avez vu même descendre à Brazzaville, autour du lac Chipunga, c'est l'un des exemples également avec le collecteur qui avait tendance à aller vers ce lac qu'a évoqué le président de la République dans son projet de société, qui devait recevoir toutes ces pollutions de ces VRD. Mais nous rappelons aux uns aux autres, dans le cadre d'une gestion décentralisée, déconcentrée, et de la gestion des collectivités locales, l'application des lois en vigueur en République du Congo. Pour porter des réformes, pour atteindre l'émergence, nous nous appuyons sur les ressources humaines. Il faut que chaque Congolais, là où il se trouve, doit comprendre qu'il est responsable des attributions et des missions qui sont dues aux fonctions qui sont les leurs. Et souvent, nous sommes confrontés à la non-application du respect des lois en vigueur en République du Congo. Et donc, à ce moment-là, mais nous descendons sur le terrain pour frapper du poing sur la table, pour prendre des mesures très très dures, à l'image de ce que nous avons fait à Kélé, où le mercure polluait toutes les sources d'eau, et le chef de l'État, qui soutient les engagements du ministère de l'Environnement, tout comme le Premier ministre, qui est descendu à Pointe-Noire, souvenez-vous, en interministériel, à la tête de laquelle il était,
pour rappeler et demander la fermeture ou les audits environnementaux. Parce qu'une fois que les dégâts sont faits, nous devons procéder à des audits qui permettent soit la restauration, parce que la nature, il faut le savoir, elle se régénère très très vite, mais il nous faut être conscient que la dégradation, comme je commençais à le dire, comme à Kélé, comme à Dimounika et autres, a un impact sur la santé humaine, le cancer, toutes ces maladies. Là-bas, ils appellent ça les maladies Kwaka, Dzoka et autres. Mais il faut que nous nous aimions. Il faut que le Congolais aime son prochain et respecte son habitat et respecte ses populations. Parce que l'étranger ne peut pas venir de très loin pour dégrader au vu et au su de tous. Mais vous pouvez me croire, nous sommes résilients, nous sommes pugnaces et nous allons donc continuer à porter ces réformes-là. Lors de la COP 30, le président de la République n'a eu de cesse de réitérer, de déplorer l'aveu de l'impuissance du monde entier face au dérèglement climatique. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il faut dire qu'on doit continuer toujours à faire le plaidoyer? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le plaidoyer aujourd'hui permet la prise en compte du bassin du Congo. Jamais nous avons autant levé de financement dans la sous-région et au Congo en particulier. Récemment, nous avons levé, pas moins, vous savez, pour protéger déjà les écosystèmes des tourbières, j'ai levé pas moins de 40 millions de dollars aujourd'hui. Ce n'est pas peu. C'est déjà une prise en compte très importante. Récemment, dans le cadre de la préparation des cadres congolais et des administrations congolais à la levée des financements verts et des financements bleus, nous avons levé pas moins de 1,5 milliard de francs CFA pour la mobilisation justement de la préparation des ressources humaines à la levée des financements. Parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps, le chef de l'État a porté ce plaidoyer. Mais il faut qu'on se le dise droit dans les yeux. Le président de la République portait le plaidoyer, oui. Mais si vous n'avez pas des études de faisabilité, vous n'avez que des termes de référence. Comment lever des financements? Si vous n'avez pas le cadre institutionnel et réglementaire, comment lever ces financements? Si vous avez des problèmes d'implémentation, d'appropriation, dans le cas d'une gestion décentralisée, déconcentrée, et que les populations elles-mêmes, c'est tout à l'égout, comment vous faites? C'est pour ça que je terminerai par la radio-télévision du bassin du Congo, qui permettra justement de combler ce déficit en matière de connaissances sur les questions environnementales, de biodiversité et de climat. Comment parler à nos mamans dans les zones rurales, comment parler à nos jeunes dans les zones urbaines, vous comprenez? Et il faut que nous comprenions que c'est nous les acteurs de ce changement climatique. Ce n'est pas la nature qui se dégrade d'elle-même. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre de la faune, nous faisons partie de la faune, de la biodiversité. Nous pouvons disparaître, mais la nature elle-même, elle va régénérer, la planète va régénérer. Donc, il nous faut réellement nous approprier ces questions. Il y a eu beaucoup d'avancées. Nous allons continuer à porter la sensibilisation avec aujourd'hui ces jeunes très engagés pour le climat. Vous pouvez me croire, je suis ravie d'avoir les ONG, la société civile, le secteur privé, les femmes et les jeunes. Et enfin, au niveau du gouvernement, il faut le souligner, dans le cadre des différents programmes de développement, le dernier PND, le Programme national de développement, nous portons aujourd'hui la notion de durabilité pour emmener à notre économie la résilience, emmener l'économie à la résilience face au changement climatique dans moult secteurs donc, de la vie économique de notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vos chers confrères. Merci aux équipes techniques. Merci au public. Et c'est en toute transparence et en toute lucidité que les Congolais feront, analyseront aussi le bilan de ce que vous venez de rendre en matière environnementale du quinquennat du président de la République. Bonne suite de programmes sur nos différentes antennes et à très vite. Thank you.